L'environnement économique qui a radicalement changé depuis le début de l'année, entre une croissance qui est nulle au premier trimestre en France, une inflation qui tutoie quasiment maintenant les 5%, des taux d'intérêt à 10 ans sur la dette française à 1,5%, au moment où je vous parle, le programme économique d'Emmanuel Macron est-il compromis? On en parle avec vous, Marie Viseau. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Rédactrice en chef adjointe au Figaro. C'est vrai que la conjoncture n'est plus du tout la même, elle a radicalement changé en quelques mois. Il y a la consommation, j'ai oublié, mais qui a quand même reculé au premier trimestre sensiblement. Est-ce que cet environnement économique est largement assombri? Est-ce que ça change la donne pour le président réélu qui a bâti, on le sait, son programme avec des paramètres et des perspectives économiques, j'ai envie de dire, qui sont quand même beaucoup plus favorables, hein? Oui, effectivement, David, vous venez de rappeler tous les chiffres, hein, l'inflation à près de 5%, la croissance nulle en début d'année. Tout ça, personne ne l'attendait il y a encore quelques mois. La France, elle semble donc entrer de plein pied dans ce qu'on appelle la stagflation, hein, cette espèce de situation délétère qui se définit par la hausse des prix et la faible croissance, et qui, sur le long terme, peut être terrible et provoquer l'affaiblissement du pays. Et c'est effectivement là-dedans qu'on commence à entrer, et ça change de fait les perspectives pour Emmanuel Macron, qui n'avait pas construit son programme sur un tel scénario. Donc oui, il va falloir un petit peu revoir les choses avec des perspectives économiques un peu moins favorables. Oui, sachant que perspective moins favorable et en même temps, pouvoir d'achat qui est en nette baisse. Et donc on se dit que situation, environnement moins bon, mais peut-être va falloir en faire plus en matière de pouvoir d'achat, en faire plus que prévu. Soutenir la croissance, éviter des tensions sociales possibles, enfin voilà, plus à dépenser. Oui, en fait, c'est effectivement tout ça qu'il va falloir gérer. Alors aujourd'hui, la baisse du pouvoir d'achat, c'est le mélange des chocs du Covid et puis la guerre en Ukraine qui a renforcé l'inflation dont on vient de parler. Tout ça s'est conjugué. Et contrairement à ce qui s'est passé dans les années 70, hein, sont les ménages et pas les entreprises qui paient pour l'instant l'essentiel de la facture. Alors l'État en paye une grande partie aussi, mais ce sont les ménages qui payent. Donc ce pouvoir d'achat en baisse. Les prix de l'essence, mais maintenant les services aussi, l'alimentation, tout ça plombe la confiance des ménages qui consomment moins. Vous avez pareil donné les chiffres, la conso des ménages s'effondre. Bon voilà, donc il va falloir remettre un peu la main à la poche, plus que ce qui était prévu, plus que ce qui a déjà été fait. Et d'ailleurs, l'exécutif nouvellement élu mais pas encore constitué, enfin l'administration est déjà en train de travailler à un collectif budgétaire pour cet été. C'est-à-dire qu'on refait mouliner les calculatrices à Bercy pour voir combien on va pouvoir ressortir pour le pouvoir d'achat des Français. On sait combien l'État va mettre pour le coup dans cette histoire de nouveau à la poche en matière de pouvoir d'achat. On a beaucoup glosé sur le chiffre entre 20 et 30 milliards d'euros. Je n'ai jamais su depuis 9 mois combien l'État avait mis, enfin, le gouvernement avait mis sur la table pour soutenir le pouvoir d'achat. Entre 20 et 30, c'est ça? Et là, c'est à peu près ça, oui. Et là, il va falloir remettre un petit peu, hein, si on en croit les bribes d'informations que distille l'exécutif en ce moment. Alors, on ne sait pas encore combien exactement il va remettre. Ça dépend aussi dans quelle mesure l'État va vouloir reprendre à sa charge le coût de l'inflation pour les ménages. C'est-à-dire est-ce qu'il en laisse quand même une partie, non pas aux caisses de l'État, mais au marché. Mais bon, voilà, il faut soutenir l'activité, vous l'avez dit, il faut limiter les tensions sociales. Donc, il va multiplier les gestes en faveur du pouvoir d'achat. Alors, il y a des économistes qui ont fait des petits calculs, qui parlent de 9 à 10 milliards d'euros de mesures additionnelles qui pourraient venir soutenir le revenu disponible. Mais voilà, tout ça est encore en gestation. En gestation, c'est exactement ça, on en saura plus cet été. Sachant que le budget 2022, c'est intéressant, il a été bâti sur une croissance de 4%. On sait évidemment qu'on en sera très loin. Oui, autour de, alors l'acquis de croissance, donc si on fait 0% de croissance sur le reste de l'année, on aura 2-4% selon l'INSEE. S'il y a des baisses de PIB, on aura moins. À imaginer qu'on ait 2 ou 2,5% de croissance grâce, encore une fois, à la bonne fin d'année 2021. Ça change quand même la donne, c'est-à-dire que le déficit public va se creuser cette année nettement. Alors oui, effectivement, on ne fera pas 4% de croissance, vous le dites, c'est caduc, hein, cette prévision elle n'existe plus. D'ailleurs, ils sont pareil en train de la recalculer. On n'est pas menacé de récession, parce que comme vous le disiez, on va bénéficier du dynamisme économique de la fin de l'année de 2020, 2021, pardon, la croissance a été très bonne. Mais moins de croissance que prévu, c'est moins de recettes, c'est moins de rentrées fiscales que ce qui était anticipé. Alors on espérait un déficit à moins de 5%, ne dépassant pas 5% cette année. Bon, évidemment, ce sera plus. Ah bah oui. Ce sera inévitablement plus. Peut-être autour de 6% facilement.
Tout dépend de ce que lâchera le gouvernement, justement dans ce collectif budgétaire présenté cet été. Tout ça est lié, exactement. Et donc la question derrière, et je reviens au point de départ, des têtus, mais est-ce que le gouvernement aura ou pas les moyens d'honorer encore une fois toutes les promesses qui ont été faites pendant cette campagne présidentielle par Emmanuel Macron, la baisse des impôts de production, la baisse de la redevance télé, beaucoup des hausses de salaire des enseignants, enfin il y a beaucoup de dépenses qui sont prévues. Hein. Est-ce qu'il ne faudra pas en faire une croix sur certaines? Effectivement, pour revenir quand on est déjà 6% de déficit public. De départ, effectivement, il a bâti son programme avec des perspectives favorables. Les perspectives favorables ne sont plus là. Cette panne de croissance sur fond de profondes incertitudes géopolitiques et macroéconomiques. Hein. Donc ça vient compliquer les projets d'Emmanuel Macron. Il comptait en grande partie sur cette croissance. Après, il a 5 ans, hein, donc peut-être va-t-il prioriser certaines des dépenses qu'il avait promises. Alors, ce sont des promesses de campagne. Hein. On n'est pas exactement dans sa tête. Donc, est-ce que la hausse de salaire des enseignants va intervenir au début du quinquennat ou à la fin du quinquennat? Les impôts de production, il s'est engagé très fort auprès des entreprises. Pareil, est-ce qu'il va les faire tout de suite ou un peu plus tard? Là, il y a toute une stratégie de dépenses à repenser. C'est sûr. Bon, et puis dans ce contexte économique passablement dégradé, il y a une réforme qui sera encore plus délicate à mener. C'est cette réforme des retraites. Oui, c'est la réforme des retraites. Il y aura moins de grains à moudre. Hein. Il y a moins de grains à moudre et elle est plus délicate parce qu'elle est impopulaire et qu'on est dans un contexte où quand même les gens sont à fleur de peau, mais elle est aussi de plus en plus nécessaire parce qu'on a de moins en moins de marge financière devant nous. C'est Philippe Aghion qui le disait très bien dans une interview au Figaro ce week-end, vous avez sûrement vu, la dette publique, elle est inquiétante. Il va falloir réduire nos finances publiques, il va falloir réformer l'État et le système de retraite. Il insistait, hein, il va falloir allonger... Qui a dit ça C'était Philippe Aghion, l'économiste Philippe Aghion. D'accord, ouais. Il disait qu'il va falloir allonger la durée de cotisation en tenant compte de la pénibilité et des carrières longues, évidemment. Mais ils sont un peu tous sur la même ligne, les économistes. C'est comment on fait pour honorer nos engagements et ne pas faire de réformes impopulaires. Sachant que parallèlement, il faut aussi investir pour une croissance plus verte, pour réduire notre dépendance énergétique. On est obligé de marcher sur 2 pas, c'est-à-dire qu'on a un levier budgétaire qui doit fonctionner pour faire des économies d'un côté et pour préparer la croissance de la France de demain. Donc tout ça devient une équation affreusement compliquée à gérer dans le contexte qu'on connaît. De stagflation. Dans le contexte de stagflation, et puis avec ce risque de remontée des taux, hein, qui n'est pas exclu. Je l'ai dit, on est à plus d'1,5% ce matin sur la dette française à 10 ans. Exactement, ça remonte un peu, et si ça remonte beaucoup, ça va compliquer encore plus l'équation. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Merci Marie. Merci, à bientôt. Bonne journée, salut.